Si vous voulez soutenir nos émissions, vous pouvez nous donner des sous sur Tipeee comme Carotte, Tot, Chevonne et El Pouillou. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est enfin de retour. Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vraie émission assis face à nos micros pour vous parler de bande dessinée. Je suis One Pied et pour m'accompagner dans cette fantastique émission, j'ai à mes côtés le superbe Thio. Bonsoir. Oh merde. Toi aussi ça t'a choqué. Putain, superbe. Le Wow. superbe déjà ça fait Ouais. peur. Qu'est-ce qui se passe tu veux Et que j'en parle Non, c'est le reflet, c'est la lumière. La lumière de ce soir te va très bien, Mathieu. C'est les fenêtres ouvertes. C'est ça. C'est ça. Et le mirobolant Isaac. Bonsoir. Mirobolant. Miro, ok. Bol Volant, éventuellement. Bon, ok. Bolax. Bolax. On en revient toujours au même truc. Il y a une thématique. Ouais. ce soir. Lâche bolsas. Bref. Excuse-moi, par contre, tu aurais pu enlever les toiles d'araignée sur les micros. Ça fait tellement longtemps qu'on s'en est pas servi. C'est vrai, vraiment dégueulasse. vrai, C'est vrai. J'aurais pu faire un effort. C'est vrai. Franchement. Et là, je me suis dit, comme occupant de la technique, vous pourriez un peu faire les femmes de ménage, mais on est mal entouré. On a fait ça, on était sous la table. Par contre, tu as trop monté le micro. Ouais. Hein Ouais. Ah oui, t'es trop petit. Je suis trop petit, ouais, j'ai dû rapetisser. Bon. En online, C'est l'âge. nous allons parler de ta chaise. crowdfunding. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de C'est pas la même crowdfunding. chaise. Et Thio nous prépare une surprise. Apparemment, il y a un coup de gueule. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Ouais. Là, je suis. Il n'a pas voulu nous dire ce que c'était. Oui, alors moi, je mettrais quand même un petit peu de bémol là-dessus, parce que généralement, quand il veut pousser une gueulante, comme par hasard, il se fait une extinction de voix. Alors, on va voir ça. Mais moi je pose des gueulantes mais silencieuses. Ah, c'est ça. Comme tous les Français en fait. Puis nous allons Il est chroniquer courageux, quoi. la BD des tipeurs Homicide, puis Cher Mokhtar, The Valiant, Gant Blanc, le tome 4 du deuxième cycle de Complaintes des Landes perdues. C'est compliqué à expliquer. Version Et- 4.6, Voilà, J'ai 6.34b, noté aligné à 12. J'ai noté 3.4 sur mon truc. Altaïr, le tome 16. Et en express, nous parlerons de Law et de Ajin. Ça nous fait un très très joli programme. Je pense qu'on peut tout de suite démarrer. Alors mon cher Thio, Et on va commencer par un truc énorme. Orgueil et préjugés. Oh merde. mais il y a déjà une BD qui s'est sortie, Orgueil, Préjugés et Zombies, je crois. Non. Ah non, mais pourquoi tu me... Oh putain, il a cassé la vanne. C'est fini. Putain, il me nique On mon refait truc, l'émission. quoi. On refait l'émission. Bon, on alors- coupe, on alors- coupe. On met au noir, on Voilà, recommence. Voilà. Donc, Orgueil et préjugés, je veux dire, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas lu le livre, vu le film, puis ensuite vu Bridget Jones, où Darcy est toujours présent, puis vu Orgueil, préjugés et Zombies, qui est un remake de ouf, surtout si vous êtes bourré pour le regarder, vous passerez une super soirée. On l'a fait. Isaac tu étais présent, arrête de téléphoner en même temps. C'est lourd, quoi. Bon, moi, j'ai rien vu, rien entendu, rien dit. Bon, Putain, mais Isaac lâche ce téléphone, on dirait un puceau qui vient d'avoir une copine. Je suis en train de lire un article sur Gant Blanc. C'est raccord. Donc, excuse-moi, Bon. reprends. Tu sais ce Alors- qu'il dit, le puceau? Il va se faire un gros tatouage sur l'avant-bras bientôt. alors, moi, je voulais vous On sort des parler... privés de jokes, s'il te plaît. Je voulais vous parler donc d'un projet Ulule, Orgueil et préjugés, illustré par Margot Motin. Donc c'était une pré-vente, donc elle voulait faire un objectif de 300. C'était chez Tiber Édition. Bon, c'est déjà réalisé, ils en sont déjà à plus de 1056 pré-ventes. C'était 700 tout à l'heure. Ça, c'est un succès de ouf, quoi. Bon, Orgueil et préjugés, je vous le présente pas. Jane Austen, quoi. Voilà, c'est un classique. Ouais, ok, non, si. Austen. Oh, non, commence pas à me casser. Continue à appeler, voilà. Hein. Non, fais pas ton mec qui lit des trucs intelligents. C'est la version Marvel Now de Jane Austen. C'est ça. Marvel No. Donc, Orgueil et préjugés par Margot Motin. Si vous aimez le trait de Margot Motin, vous allez sans doute déjà prendre le bouquin. C'est un petit format, c'est un Austen mini. Orgueil et préjugés, c'est un gros pavé. Là, on est parti sur une édition. C'est vraiment Miniature. des enculés. Avec qu'on deux grosses bandes de blanches Non mais dessus. faut qu'on s'échauffe là, on reprend. C'est toi qui en fais les frais.
Donc, on est parti sur un format, il n'y a plus rien qui fonctionne dans cette baraque. On est parti donc donc c'est un gros pavé, une grosse adaptation. On est parti sur un 360 pages. On sera sur un 17-24. Ça va être un beau bouquin. En plus, tous les goodies qui sont vendus avec, ça fait c'est so British, quoi. C'est vraiment, t'as le petit carnet, t'as le petit calepin, le papier à lettres, le truc excellent. Donc Il y a un petit bulldog anglais là. Bon, pour 28 €, donc vous aurez le bouquin. Les cases dédiées, c'était pour 100 €, mais elles sont déjà toutes parties. Les cases dédiées. Et ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Et à 35 €, vous avez donc le bouquin. C'est Kyo platine, spécial case dédié à ta mère. Voilà. Pas mal, ça. Vous avez le petit calepin, donc Orgueil et Préjugés, illustré par Margot Motin. Voilà, j'ai trouvé que c'était le petit cadeau sympa. On va passer à la suite, parce que là, sinon, je pense qu'à mon avis, Orgueil et Préjugés, on en fait des heures. En tout cas, ça a l'air bien parce que Margot Motin, elle Voilà. dessine super bien. Et ça a Mais l'air en même bien temps, cool. vous en battez les couilles, les gars, de ce que je raconte depuis tout à l'heure. Non, ce qui doit être chaud, c'est quand même le côté texte intégral en BD. J'ai peur que ce soit un peu indigeste. Mais Ouais, bon, tête à tête, je vais mais- te fumer derrière le Non, parce que dans quand le tu as jardin vu anglais. Orgueil, Préjugés et Zombies, tu te dis que finalement, adapter un bouquin de 300 pages en un scénario d'un tiers de rouleau de PQ, tu te dis ça marche. Ça marche. C'est possible. Tout peut arriver. Tout peut arriver. D'accord. Bon. On passe à la suite. Alors, On reste toujours chez Ulule. Et là, je vous parle de Captain Zorg. Je vous expliquerai pourquoi j'en parle exactement, vraiment après la raison qui a fait que je me suis dit, putain, il faut que j'en parle absolument. parce que c'est bien peut-être. Oui, aussi. Mais le truc qui m'a fait mourir de rire sur le truc de gag en une planche, tu te dis, c'est que c'est bon. Donc Captain Zorg, le Captain Zorg était un capitaine qui est sur le plus gros vaisseau de guerre qui a été envoyé dans l'espace. En fait, il est tout le temps bourré, il fait connerie sur connerie, et non, c'est très très con. Voilà. On est sur un format à l'italienne, ça fera environ 150 pages. Oui, c'est du strip. Hein, C'est du strip. par page. Et voilà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est parce qu'à un moment donné, donc ils rencontrent enfin une planète habitée. Ils y vont avec le droïde qui les accompagne. Et en fait, le droïde est super bien équipé pour le combat. Il a un laser d'épilation. Et à quoi pense le capitaine quand ils sont tous les deux dans la navette pour aller voir donc la nouvelle race? Il lui dit, allez s'il te plaît, Tu me fais-moi fais le le maillot. Et là t'as l'autre d'un coup qui regarde ses boules et qui fait, oh, putain, ça brille. Et à qui ai-je pensé? Les amateurs de l'apéro du Capitaine diront, et oui, à Captain Web. Voilà. Donc Capitaine Zorg, c'est la Captain BD de Zorg, Captain je Zorg. pense qu'il Ouais. y a un lien. Il y a un lien, c'est pas possible autrement. Pour 9 €, vous aurez le PDF. Pour 24 €, vous aurez donc un beau, ça va être un joli petit bouquin en format à l'italienne. 150 pages, ça fait un beau petit bouquin. 22 € le bouquin, c'est sympa. Oui, non, mais ça oui, fait 150 pages. Ça reste très honnête. Ça reste très honnête. C'est du bien. Voilà, après, j'ai pas trouvé de trucs vraiment sympas dans les goodies. D'accord, bon, rien d'exceptionnel dans les goodies. Mais en tout cas, oui, ça a l'air rigolo, j'aime bien le dessin, ça me fait penser un peu au dessin simplifié, un peu que Marc Dubuisson fait, dont j'avais déjà parlé, dessin un petit peu plus chiadé, je dirais, mais ça a l'air très très cool. Je note. Et puis le papier jauni pour faire vieux truc aussi. Ouais, non, c'est. Puis voilà. Moi, j'ai trouvé, surtout, c'est que, bon, le strip, je suis pas un fan, mais Question, tu l'as pris? en une page, non, en fait, C'est pour savoir si j'hésite ou pas, en fait. tu peux ne pas hésiter, parce que rappelle-toi qu'en ce moment, je n'ai plus de salaire. Oui, je sais, mais bon, comme tu vends ton corps, tout ça. Non, là, j'ai vendu mon pelle, en fait. Dernièrement. D'accord. Ok, bon. Donc, à baquer, je pense. Vas-y, fais-toi plaisir. Après, je vous parle donc d'un truc. Alors, ce n'est pas un crowdfunding de bande dessinée, mais Il y a un beau lien quand même. il y a un très beau lien. On avait déjà parlé ensemble de la jeunesse de Picsou. Plus précisément dans le OEC Mini numéro 2 et dans le OEC 85. Ouais, bon, Et- Pierrick est en train de revoir ça en ce moment. Et en fait, il Non, y a j'ai fait une lettre aux tipeurs pour leur dire. et là justement en fait il y a un projet qui est sur Kickstarter pour faire donc en fait une sorte de mini-film sur C'est un court-métrage. un court-métrage. Ah, Voilà, non, pardon, pas un court-métrage. Un documentaire, c'est pas un court-métrage, que dis-je. Pardon. Oui, un documentaire parce qu'il y a Don Rosa et tout dedans. Justement donc sur The Scrooge Mystery. C'est un documentaire donc qui est fait pour les 70 ans donc de la naissance de Picsou. Le Kickstarter a déjà super bien marché. Ils avaient demandé, je crois, 25 000 €. Ils en sont à 34 000, un truc comme ça. Je vais dire ça en live. Mais voilà, ils sont déjà, voilà, c'est déjà backé. 37 010. Ils aimeraient bien avoir 50 000 pour tourner avec de la bonne qualité, en fait. Oui, c'est ça. Parce que là, le gars, en gros, il leur reste des images à tourner.
Et il en manque un peu de sous pour aller le faire parce qu'il va le filmer avec des fans qui sont un peu partout en Europe. C'est un peu compliqué. Donc bon, vraiment un très joli projet. On a regardé avec Pied les cadeaux pour les fans. Si vous prenez, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir des trucs de ouf. Voilà, vraiment, vraiment, il y a des originaux de Don Rosa, des dessins de 40 cm de haut, de Picsou, des trucs. Et ils viennent de rajouter aujourd'hui une récompense pour $555 dans lequel tu vas rajouter après que tous les trucs qu'il y a en dessous, quoi. Un dessin noir et blanc d'un visage de Picsou fait par Don Rosa. Un CD signé par Tuomas Holopainen. Alors Thomas Holopainen est un fan de la jeunesse de Picsou et c'est aussi le chanteur de Nightwish. Et il a fait un album concept sur la jeunesse de Picsou. D'accord. Oui, complètement. Et il est interviewé dans le truc. Et donc tu peux l'avoir le CD signé par Tuomas Holopainen et tu as aussi une pépite d'or. Excellent. Une pépite d'or. Une pépite d'or. Ouais, de 18 à 22 carats. Jenny Klondike aussi. J'imagine que voilà. Donc bonne trouvaille. Le truc a l'air. Et je pense que ça va vraiment être un beau documentaire parce que c'est fait avec des gens passionnés qui vont normalement être interviewés par des gens de qualité. Non, pas de qualité parce que qualité c'est la concurrence. Ouais, c'est vrai. Mais a priori, on devrait avoir une interview donc du réalisateur et de la productrice. Voilà, Morgan Jekyll et Laura, mais elle a un pseudo sur Twitter qui n'est pas son nom, je crois, donc je ne vais pas dire de conneries. Voilà. Mais vous allez bientôt entendre ça. Voilà. Donc ça a l'air très bien. Les quelques images qui montrent donnent vraiment envie. Et maintenant, on passe au coup de gueule. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Thio ? Alors. Ça y est, t'as plus de voix. Non. J'ai toujours ma voix. Je vais pousser mon cœur. Tu veux du citror, toi, c'est ça ? Ouais. Alors, tu m'as mis sur le crowdfunding. Ok. Moi, j'ai crowdfundé, j'ai backé, j'ai mis de la thune, j'ai mis de la caille, de l'oseille, quoi. Et là, bon, tu sais que quand tu fais un crowdfunding en BD, Faut pas être pressé. Faut pas être pressé. Et ça, je suis ok sur le principe. Faut pas être pressé. Le dessinateur, c'est le rythme du dessinateur. Quand ça fait 8 ans que t'attends. Mais sauf que quand le dessinateur, en fait, tu te dis, oui, vous comprenez, les gars, il a eu un projet, on lui a proposé un projet chez Glénat. Voilà, du coup, votre projet, il est un peu en stand-by, quoi. Donc le gars, il a été payé par vous, et là, d'un coup, quelqu'un d'autre propose de le payer, donc il laisse tomber. Et là, tu te dis, bon, ok. Moi, ça me va, je veux dire, quelque part, mais Non. je pense que si ça avait été... Tu avais été signé par un éditeur, et puis qu'il y en a un autre qui vient et qui te dit « Hey, poulet, tu sais quoi, tu voudrais faire une BD chez moi ?» Tu dis « Ouais. » Est-ce que tu serais allé voir l'autre éditeur et lui dire « Excuse-moi, Polo, je vais te mettre en stand-by pendant 1 an pour faire en fait mon truc. » Si tu acceptes 2 projets, moi je trouve que voilà, là il y a des dessinateurs en crowdfunding qui prennent un peu trop de liberté. Si tu acceptes 2 projets, tu te sors les doigts du cul et tu fais les dessins pour les 2 projets que tu es en train de mener. Crash, là, c'est lequel le projet ? Alors c'est un projet chez Sandoway, c'est Chassis Blaze. Et Mika donc a signé un projet chez Glénat et il fait en même temps Chastity. Et donc du coup on repousse Chastity. En plus là, c'est chez Sandoway, c'est d'autant plus gênant. C'était un projet libre. C'est un projet libre. C'est un projet libre. Au départ, c'était un projet Sandoway qui est passé en projet libre. Donc projet libre à la rigueur, tu dis voilà, Sandoway, ils sont pour rien. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais voilà, si tu acceptes 2 projets, c'est comme RM Guerra qu'on a interviewé il y a quelques temps. T'as 3 bouquins en même temps. Et le mec il te dit qu'il a lui travaille par-dessus la tête et qu'il bosse 20 heures par jour. Il se sort les doigts. Oui, alors l'interview d'Aram Gara arrivera un jour parce qu'apparemment notre traductrice professionnelle qui fait du très bon boulot, il lui faut 1h30 pour traduire 5 minutes. Parce que Aram Gara est très très long. Très. Voilà. Donc le coup de gueule n'est pas spécialement que contre Mika, mais c'est simplement c'est sur le principe. C'est les engagements, quoi. C'est sur le principe du crowdfunding. Vous demandez de l'argent aux gens, les gens vous payent comme un éditeur finalement. Et après vous leur dites. Ah mais vous savez quoi les gars, j'ai eu un vrai boulot à côté. Un autre éditeur en fait m'a dit tiens fais-moi une BD, je vais faire la sienne plutôt que la vôtre. Que tu dises que tu veuilles les 2 projets pour gagner dignement ta vie parce que le métier de dessinateur est un truc pourri où tu gagnes rien, je le comprends totalement. Mais par contre, essaye de tout mener de front et sors-toi les doigts. Après, t'es engagé quoi. Tu as pris un engagement, c'est pas contractuel avec tes profondeurs. Parce que en plus le projet a été backé. Le projet est backé. Ouais, voilà, c'est. À un moment donné, tu t'es engagé à dire si vous me donnez temps, je fais ça, et d'un coup, en fait, je le ferai plus tard, quoi. C'est un peu ça. Moi, le reproche, c'est ça. C'est du coup, j'ai eu un autre projet, je préfère faire l'autre projet pour l'instant. Le gars, il aurait eu un problème de santé, un problème de famille, ou. Moi, c'est là où je trouve ça discutable. Il est peut-être à la rue aussi, j'en sais rien, mais.
Bah c'est oui, mais ça reste discutable. Dans ce cas-là, t'as deux boulots, quoi. Et t'en choisis un plus que l'autre. Ouais. Et moi, ça m'a un peu gonflé. Ce que je comprends tout à fait. Allez, on passe à la suite. Cher Thierry. Et oui, nous allons parler d'Homicide tome 1. BD des tipeurs, merci des tipeurs. Merci. Non, Oui, non, pas merci. Pas merci, parce que c'était trop bon et que maintenant, je commence à regarder The Wire. Ah oui, bah écoute. Donc, Tu me passerais les rips de tes DVD. Hein. bon, ça y est. Il a pas le temps de ripper en son nom. Il a pas le temps de ripper. Homicide tome 1. Donc, Homicide est une adaptation du bouquin de David Simon, qui porte le même titre, éponyme, comme paraît-il. David Simon. Simon said. David. Et donc, nous allons naviguer dans les rues de Baltimore, dans le commissariat, la brigade des homicides de Baltimore, où il y a quand même beaucoup de boulot tout au long de l'année, puisqu'il nous est indiqué que ça compte 240 homicides par an, 146. ce qui fait quand même du boulot, un peu plus de 30 inspecteurs dans la brigade. Il y a plus d'un meurtre tous les 2 jours. Quoi. Oui, non, ça fait du boulot, quoi. Ça fait du boulot. Et donc on est au cœur de cette ambiance de brigade. Et on est loin de ce qu'on peut nous montrer aussi bien à Hollywood dans les films que dans les diverses séries télé que l'on peut croiser, qui nous montrent on a 8 enquêteurs sur un homicide et on le résout en 5 jours. Voilà. Surtout qu'attention, homicide n'est pas de la fiction. Et là, pour le coup, Homicide n'est pas de la fiction, puisqu'on a eu quand même l'auteur qui est allé enquêter pendant une bonne année dans le... 86, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans la brigade en question. Donc, il a été au contact de... 88, pardon. Au contact de l'ensemble des cas, dans l'ensemble des inspecteurs, leurs différentes façons de fonctionner, leur caractère, leur quotidien. Et on est donc dans cette espèce d'ambiance molle, lente, désabusée, sale parfois, régulièrement même. C'est un bouquin d'ambiance. Ils disent qu'ils attendent une semaine les résultats des analyses. C'est ça. C'est un truc qui m'a fait délirer parce que effectivement, une analyse ADN, ça se fait pas en 2h30. Si, maintenant, ça va. Maintenant, oui, mais en 88, effectivement. Mais même aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot, donc ça se fait pas comme ça parce que toi, t'arrives avec ton affaire. Il y a pas que ton affaire et les gars, ils étaient en attente de faire ton analyse ADN. Tu peux avoir des premiers résultats beaucoup plus rapidement maintenant. Oui, t'as les résultats préliminaires. Bref, toujours est-il que on est dans cette ambiance avec l'ensemble des inspecteurs qui ont leur personnalité, leur façon de travailler, qui est pas toujours en adéquation avec les attentes de la hiérarchie. En fonction de la hiérarchie, d'ailleurs, ça se passe différemment. On nous montre aussi l'espèce d'ambiance de concurrence qui commence à être mise en place. Ça, c'est des choses, par contre, que l'on peut croiser dans certains films ou dans certaines séries, avec les fameux grands tableaux blancs, avec l'équipe de machin qui marche mieux que l'équipe de bidule. C'est un peu un truc qu'on croise dans les experts, notamment entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Sauf qu'il t'explique bien que le cas sur lequel tu tombes... des c'est fois, ça. C'est facile. Et puis des fois, à une minute près, tu décroches pas le bon téléphone. Quoi. C'est ça. C'est finalement, t'as décroché le téléphone, du coup, tu vas sur telle enquête, alors que si tu n'avais pas décroché, tu serais allé voir à tel endroit, eh bien, la nana, elle t'aurait donné les informations, sauf que là, en fait, comme t'as décroché, que t'es allé voir ailleurs, la nana, elle s'est fait buter. Donc, tu n'auras jamais les informations, tu n'auras jamais la bonne piste à suivre, et tant pis, ton enquête, tu la clôtureras jamais. Parce que c'est ça, en fait. La majorité des cas, le quotidien, ce sont les enquêtes en rouge, c'est-à-dire les enquêtes qui ne sont pas résolues. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est par court chapitre. On sent qu'il y a une volonté de publication américaine, d'ailleurs. Hein. C'est des chapitres de 22-24 planches. Donc, c'est très, très format US. Je sais pas si c'est pour se rapprocher, un choix pour se rapprocher du rythme US et donc de l'ambiance américaine, ou si c'est parce que il pensait, donc Philippe Squarzoni qui a fait cette adaptation. Mais à chaque fois, c'est plus un portrait d'un personnage et les enquêtes sont en fil conducteur. C'est-à-dire qu'on voit les enquêtes, on les suit tout au long du bouquin, mais une enquête va être en fil conducteur. C'est l'inverse d'une série policière style Les Experts, où les enquêtes vont former le principal de l'épisode, et tu vas avoir les relations entre les inspecteurs, etc., qui vont être le fil rouge. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et bien mené, parce que il s'intéresse aux personnages. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est sympa à le dire au départ, c'est que vraiment David Simon a donné un grand coup de main à Philippe Squarzoni et l'a beaucoup soutenu dans l'écriture de ce bouquin, parce que le bouquin original n'est pas un roman,
C'est un C'est reportage. un témoignage. Ouais. C'est un reportage d'un journaliste qui a squatté la brigade Ah ouais. pendant un an pour voir comment ça se passait. Et franchement, ouais, non, je trouvais ça très intéressant. Alors ça peut paraître plat, mais encore une fois, voilà, c'est un bouquin d'ambiance. Et Il n'y a pas de moment où tu fais waouh, un truc de fou. c'est ça, il n'y a pas de climax, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, si ce n'est effectivement certaines enquêtes qui reviennent, certains inspecteurs qui reviennent, les relations entre certains inspecteurs. Voilà, mais il n'y a pas réellement de personnage principal ou tout ça. Mais on est sur cette ambiance lourde, lente, épuisante, parce qu'ils sont dans ce rythme-là. On va au-delà du reportage, je trouve. C'est chirurgical, c'est naturaliste. On est dans voilà la vérité, les gars. Même si elle est pas belle à voir, même si elle est pas ultra passionnante, c'est ça en réalité. Ce qu'on vous montre avec des jolies couleurs et des effets de manchette à la télé, sortez-vous ça de l'idée, quoi. La vérité, c'est celle-là. Alors, c'est une vérité qui est un petit peu datée, mais qui reste la réalité. En 30 ans, il s'en est passé des choses, je pense. Sur Voilà. Mais ça reste la réalité. C'est plus proche ça Oui. que ce qu'on nous montre. Je pense que c'est effectivement plus proche. Voilà. Thio ? Bon, bah, je vais essayer de rajouter des trucs que vous n'avez pas dit. Ah, si on n'a pas parlé des couleurs, tiens, tu peux parler des couleurs. Du dessin. Enfin, moi, j'attendais. Non, je te laisse le dessin, Ouais. Pied. Je sais ce que je vais dire. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je te laisse. Moi, clairement, au début, donc moi, c'était le bouquin des tipeurs. Il avait déjà failli passer au vote la fois précédente. Je crois que j'avais voté pour lui la première fois, pas la deuxième. Ce coup-ci, donc, il est passé au vote et franchement, j'ai vraiment pas été déçu. Il y a pas de, comme tu disais, il y a pas de héros, il y a pas d'histoire à proprement parler, mais il y a une ambiance. Moi, j'ai eu l'impression en fait d'être une sorte de drone, une petite caméra volante qui se baladait en fait dans le commissariat et tu suis les gars avec une voix off derrière qui te raconte. Tu vois, ce gars-là, en fait, il lui arrivait ça, ça et ça, et du coup, il se comporte. Et en fait, c'est un portrait, mais au microscope, quoi. Comme tu dis, c'est chirurgical, quoi. Et je trouve que ça crée une sorte d'ambiance qui est à la fois jubilatoire parce que tu as une sorte d'impression d'être un peu voyeur, on va dire, de l'intimité des enquêteurs. Et en même temps, tu te sens, à la fin du bouquin, tu te sens sale. Parce que tu te dis que tu t'es traîné dans les mêmes endroits qu'eux. Et ça sent la sueur, ça sent la graisse, voilà, ça sent pas le propre, quoi. Moi, je me suis vraiment régalé. J'ai plongé dedans. Et à la fin, je me suis dit, mais putain, c'est au niveau de narration, au niveau du schéma, il y a plein de choses qui sont totalement, entre guillemets, à l'opposé de ce que d'habitude je recherche. Mais j'ai passé un moment de ouf, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu peur que ce soit un petit peu trop bavard, un petit peu trop narratif, avec une espèce de sensation de regarder Mike Hammer. Je sais pas si vous vous rappelez de la série, où il y et énormément de voix moustaches off. aussi, oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de moustaches aussi. Et effectivement, il y a beaucoup de moustaches dans Homicide. Et j'ai eu un petit peu peur de ce côté Mike Hammer, en disant, bon, ça va être du reçu. Et en fait, oui, c'est très narratif, effectivement, mais pas du tout avec le même ton que dans Mike Hammer, qui était là pour nous raconter ces trucs et faire à moitié des blagues. Il y a un petit côté Magnum aussi dans Mike Hammer. La moustache. Encore une fois, on revient sur la moustache. Alors que là, pas du tout. Le narrateur, il est là pour replacer les choses dans leur contexte. C'est très, très froid. Très mais en clinique, même temps, c'est chirurgical, je disais. En même temps, c'est la réalité. Et la partie dessin, la partie couleur, beaucoup de travail sur l'ancrage et sur les ombres. L'ombre, la lumière font partie énormément du travail de colorisation. Et c'est exactement ce que l'on ressent. C'est-à-dire que quand on est en plein jour, on a l'impression que la lumière est très agressive. Et quand on est de nuit, la lumière est sale. Oui, c'est ça. À chaque fois, c'est des monochromes. On va dire, c'est des variantes de teintes pour une ambiance. Parfois, le rouge ressort gris un ou un petit peu. sépia. Il y a que le rouge pour le sang qui ressort. Ouais. Bah, surtout, moi, la page qui m'a quand même le plus marqué, c'est celle du tableau. Le tableau, justement, où on compare les deux équipes de la brigade des homicides. Ouais. Parce qu'en fait, c'est, je crois, les 2 ou 3 pages les plus lumineuses de tout le bouquin. Ouais. Parce que c'est un fond blanc. Alors que tout le reste du bouquin, c'est un fond sépia, gris, sépia. Voilà, mais ce fond blanc, en fait, où tu notes les affaires en cours, c'est qu'ils sont noirs, c'est qu'elles ont été résolues. Les rouges, c'est qu'elles sont en cours. Toujours en cours. Ouais. C'est voilà, non.
moi, c'est vraiment l'ambiance qui m'a vraiment bluffé dans ce bouquin. J'ai passé un super Complètement. La typo, tout à la façon machine à écrire à l'ancienne, avec le ruban, quoi. Enfin, voilà. C'est un bouquin d'ambiance et il se trouve que l'ambiance est extrêmement bien rendue. C'est une réussite. Moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'il y a une sorte de référence circulaire avec ce bouquin. Pour 2 points. Premièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, des auteurs que j'aime bien, s'ils écrivent, c'est parce qu'ils ont dû lire le bouquin de David Simon. Quand tu te lis un Brian Bendis qui va te faire un truc un peu polar, ou un Greg Rucka, tu retrouves ce type de narration, ces dialogues sur les personnages. On l'en trouve même sur la mise en page, sur quand il y a plusieurs témoins, c'est sa façon dont c'est géré. Et quand je regarde le dessin, j'ai beaucoup pensé à du Michael Lark. Michael Lark, Gotham Central, je sais pas si t'as pensé à ça, tu aussi. C'est-à-dire que on dirait une bande dessinée de Bendis version polar. Je te parle pas de Bendis quand il fait du super-héros. Et ça m'a... et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que Squarzoni s'est inspiré de ce style graphique du polar noir américain en BD que des auteurs utilisaient pour des BD dont la narration était inspirée du travail de David Simon. Et je trouve qu'il y a un truc un peu circulaire, c'est un échange que j'ai trouvé super intéressant. Parce que c'est vrai que moi je l'ai fêté, je me suis dit, tiens, putain, on dirait que c'est du Bendis qu'il a écrit, quoi. Merde, on dirait que je suis en train de lire, voilà, je disais Gotham Central, les Daredevil qu'il y a eu un moment, tous ces trucs un peu polars, voilà. Donc, bon les amis. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Eh bien, c'est un coup de cœur pour Homicide tome 1. Bravo aux tipeurs qui nous ont proposé ce bouquin. Car Thio nous a dit qu'il n'avait pas d'argent et qu'il va falloir qu'il achète le tome 2. Désolé Thio. Donc pour information, le premier tome est sorti il y a un an, puisqu'il est sorti en mai 2016. Et le deuxième tome est sorti cette année en février. Donc tout ça est encore trouvable. De quoi vas-tu nous parler, Pipier ? Je vais vous parler de Cher Mokhtar de Yann Madé. Mais Yann Madé, vous avez entendu sa voix il y a peu, car nous l'avons interviewé. Et c'est vrai que vous n'avez pas encore parlé de son bouquin, même si il a forcément fait allusion pendant l'interview. Parce qu'on n'avait pas tous lu encore, il me semble. Cher Mokhtar, ça nous raconte l'histoire de Yann Madé, qui au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, a commencé à écrire une lettre. Comme ça, il a tout déroulé, il a écrit son truc apparemment très très vite. Et puis ensuite, il a commencé à adapter cette lettre-là en bande dessinée pour raconter son ressenti, comment il ressentait les choses, et écrire à ce Mokhtar qu'il a inventé comme personnage qui nous déteste, qui nous attaque, et pourquoi il fait ça, et pourquoi est-ce qu'il se considère comme différent de nous. Et donc, on suit un peu... on sent que c'est vraiment un discours tout en improvisation, qui va du début jusqu'à la fin, passer d'un sujet à l'autre, mais évoquer beaucoup de sujets sur l'intégration, sur le vivre ensemble. N'utilise pas ce terme, s'il te plaît. Oui, et alors que on aurait pu s'attendre à une sorte de cri de colère, de cri de haine suite aux attentats, on sent plus que c'est un gros message d'incompréhension, de dire mais je comprends pas, je comprends pas. Ce côté où on est complètement coincé, on sait pas pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là et on sait pas comment faire. Graphiquement, j'avoue que le dessin de Yann Madé est un peu trop jeté à mon goût. C'est du dessin avec un ancrage assez noir, je trouve. Donc j'ai pas toujours accroché, franchement. Il y a beaucoup de textes aussi. Ça reste une lettre, mais les illustrations illustrent bien les propos. Mais globalement, même si j'ai trouvé le propos très intéressant, la façon dont c'est fait très intéressante, c'est pas une BD que je trouve très abordable en fait. Thio. Très abordable. Disons que le sujet, on va dire maintenant, est devenu un peu quotidien et universel par la force des choses. Je dirais ça, enfin, moi je trouve que c'est une autobiographie parce que il raconte toute sa vie
dans les différents quartiers, les endroits où il a grandi, quand il est arrivé à Marseille, où est-ce qu'il a vécu. Oui, puis ça parle du côté cosmopolite de Marseille aussi. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont compréhensibles, voilà, sans faire de plus préjugés vis-à-vis du reste de la France, mais qui ne sont compréhensibles que pour des Marseillais. C'est vrai que moi, je suis pas très marseillais. Non, mais cette espèce de... Oui, on est tous... Ce multiculturalisme. Ce multiculturalisme, voilà, qui est à Marseille, à moins que tu habites dans certains quartiers de Marseille, mais sinon, il te saute à la gueule, quoi. Tu peux pas vivre à Marseille en te disant je vais voir que des petits blancs bien pensants. C'est pas possible. Sinon, tu peux pas dire que tu vis à Marseille, quoi. Donc oui, ce multiculturalisme, forcément, à Marseille, on est toujours dedans. On a toujours été dedans. Et ça c'est l'histoire même de Marseille. C'est l'histoire de la ville, quoi. Après, je suis pas fan, c'est clair, moi aussi, du dessin, mais je trouve que c'est gras. Ouais, non, mais le dessin m'a pas fait fantasmer. Mais je trouve que la portée du bouquin, le dessin est vraiment l'illustration de la lettre. Ce qui est le plus important, c'est le texte, quoi. Et je trouve que le texte, le mélange des deux apporte quand même le dessin apporte de la légèreté au texte. Ça aide un peu. Ça fonctionne bien aussi. Et ça permet, je trouve, de passer un bon moment. Et de se poser peut-être après des bonnes questions aussi. Moi, j'avais un petit peu l'impression de voir un carnet d'ébauche. C'est-à-dire qu'il y a des dessins, il y a des croquis, mais je trouve qu'il y a surtout beaucoup de texte. Tout ce qui passe un peu par la tête, toutes les réflexions, etc. Il y a plein de choses qui sont redondantes. Je pense que pour gagner en lisibilité, en efficacité, il y avait peut-être moyen de travailler plus sur les silences, sur l'impact d'une phrase, d'une situation, que graphiquement, il y a un impact, parce que là, finalement, le dessin, quelque part, il sert presque à rien dans plein de situations, alors que je pense que, justement, pour alléger la charge de texte, il y avait moyen de passer par le dessin à plein de moments. Maintenant, voilà, le sujet, le propos est très juste. C'est bien énoncé. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de leçon morale qui est donnée. Et après, si chacun le lit avec un minimum d'ouverture d'esprit, je pense que ça peut faire un petit peu avancer les consciences et avancer les choses. Donc voilà. Donc sur la forme, je pense qu'il y avait un travail à aller faire, mais peut-être lié à un travail éditorial. C'est peut-être à l'éditeur de dire aussi à un moment donné à l'auteur, bon, peut-être que tu devrais faire ci, peut-être que tu devrais faire ça pour telle raison et telle raison. Après, est-ce que Yann Madé l'aurait écouté ? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, moi j'ai bien aimé le propos, j'ai bien aimé toutes les idées qui sont proposées, véhiculées, la démarche réflexive qui est avancée, amorcée là-dedans. Maintenant, voilà, le traitement était peut-être à alléger. Voilà. Ouais, ça reste un témoignage intéressant de cette époque-là, surtout qu'il a écrit entre deux séries d'attentats. Vu qu'il a fini d'écrire et il y a eu les attentats d'une certaine façon, il est carrément précurseur. Voilà. Il fait partie des premiers à avoir fait cette forme de témoignage et d'avancée réflexive. Et oui, non, effectivement, il parle de toute l'époque touche pas à mon pote. Oui, c'est ça. Tout ça. Bah, enfin, tu regardes sur la couve, hein, on a encore les POG, les pins de touche pas à mon pote. Oui, pas les POG. Comment ça s'appelait ces trucs-là? Les badges. Les badges, non, mais ça pourrait. Les badges, ça porte un nom. Mais c'était pas des pins en fait. C'est pas les pins, c'est les badges. Ouais. Il y a l'aiguille derrière, enfin l'épingle derrière. Bref, tout ça pour dire que effectivement, ça reste une autre époque. Là où aujourd'hui, effectivement, on mange ça matin, midi et soir à toutes les infos, les attentats de droite, les attentats de gauche, ceux qui sont arrivés en France, en Angleterre, en Syrie ou ailleurs ou en Iran. Voilà, on en a matin, midi et soir. Donc c'est vrai que on baigne plus dedans. À une époque où ce bouquin, quand il est sorti, sortait sans doute de l'ordinaire et du quotidien des gens. Voilà, donc un ouvrage intéressant, un témoignage intéressant, mais qu'il faut vraiment... Enfin, en gros, il faut chercher un témoignage sur cette période de la France pour que ça ait de l'intérêt, je pense. Voilà. Et si nous parlions de gants blancs ?
Et Non. si nous parlions de The Valiant, Ah, parce que tu as piqué le bouquin dans la pile, en fait. c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, oui. Autant pour moi. Il n'y a aucun souci. Et donc, si nous ne parlions pas de Gants Blancs et de Valiant. Non, c'est rien, il y a un chat qui Il y doit a un être chat coincé quelque qui n'est pas coincé, qui veut qu'on fasse un truc pour lui, qui me gonfle parce qu'il sait pas faire le tour On dans le s'en bon fout. sens. part. Allez. Donc, on va vous parler de The Valiant, paru chez Bliss Comics, alors par Jeff Lemire, Matt Kine, Paolo Rivera et Joe Rivera. Qu'est-ce que The Valiant? On va vous parler donc de l'histoire de Galid. Eddie Valiant Gilad. Galid, ça fait son nom. Gilad Anipada, qui est donc en fait une sorte de guerrier éternel, une sorte de le protecteur de la terre, qui en fait à chaque fois qu'il a rencontré l'ennemi immortel, s'est toujours fait casser la bouche. Ça fait en fait, et à chaque fois qu'il perd contre l'ennemi immortel, en fait, il y a un âge sombre qui tombe sur la terre. Parce qu'il doit protéger la géomancienne. Voilà, il doit protéger les géomanciens, mais à chaque fois il s'est raté. Donc ça fait 10 000 ans en fait que donc tout 3 fois, il a déjà pris sa rousse en 10 000 ans, donc tous les 3 000 ans, grosso modo, le mec s'en prend une. Et là, ce coup-ci, Ah ouais. il a C'est une- le François Bayrou des super-héros, quoi. Oui, parce que lui, comme il est immortel, en fait, à chaque fois, il est toujours présent. Hein. Donc là, ce coup-ci, il a prévu le truc, il a fait venir tous les super-héros. Et on a, en fait, tous les héros de Bliss Comics. On a Ninjak, une sorte de super ninja. De Valiant, en fait. De- Bliss Comics, c'est l'éditeur français, mais c'est Valiant. l'éditeur. Valiant. On a donc le Ninjak, on a Bloodshot, qui est une sorte de c'est Volvi, quoi. Ninjak, c'est quoi? C'est un Oui, ninja alors, qui c'est voit Super Ninjak, Ninjak. Ninjak, franchement, le nom, il fait peur. Quoi. Le nom fait rire, mais c'est un super ninja. Le Ninjak, c'est un mi-chemin entre Ouais. le ninja et le niaque. Moi, je suis le personnage d'un sketch de Michel Leb. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais. Bon, donc du coup, Gilad, voilà, ce coup-ci a fait venir tous les super-héros pour essayer de... Vas-y qu'on rigole, file-nous les autres noms. Non. Pour combattre donc l'ennemi immortel. Ben voilà, on sait. Donc, pourquoi on vous parle de ça? Ben parce que Bliss Comics a racheté en fait donc The Valiant. Bliss Comics, c'est un éditeur qui est nouveau sur le marché. Ouais, un petit éditeur bordelais. En fait, c'est un mec, à la base. C'est un mec voilà, qui a racheté, qui a dit tiens, les droits sont libres, est-ce que je peux les prendre? On lui a dit vas-y. Oui, parce Et que il c'était a Panini qui avait tenté le coup et qui a un peu foiré, en fait. Voilà, et donc du coup, bah, il a lancé sa maison d'édition. Et franchement, il fait des trucs pas mal du tout. Alors, c'est pas de temps pour vous parler de The Valiant. Je pense qu'il faut aussi parler de toutes les autres shots. Donc, il y a Bloodshot qui est sorti, il y a Ninja qui est sorti, il y a Emporium qui est sorti, Harbinger, Face. Face qui est sorti, qui est. Faire bien, Face. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas acheté encore, mais il est là pas mal. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'ils sortent beaucoup d'intégrales, mais genre les 320 pages qui coûtent dans les 25-30 euros, c'est rentable hein, en termes de contenu et de prix, mais ça fait lâcher un gros billet. Ben là, c'était Harbinger que j'ai vu à 45 euros. Ouais, bah Harbinger, paraît que c'est très très bien, quoi. Ouais, mais ça fait un sacré pavé, quoi. C'est une Ouais. bible. Ouais. Bon, du coup, voilà, c'est surtout, je dirais pour moi en tout cas, c'était surtout pour saluer le courage de la personne qui se dit tiens, je vais essayer de relancer l'édition de The Valiant. Et il y a des trucs pas mal du tout, donc clairement, allez Et vers qu'il là. fait bien, parce qu'apparemment, il a aussi profité d'un moment où Valiant avait relancé ses séries un peu de zéro. Donc, c'est des vieilles séries hein, qu'il a des années 90, d'où un personnage qui s'appelle Ninjak. Je pense que ça vient de là. Il aurait été recréé maintenant. Le personnage, ça serait pas appelé comme ça. C'est pas possible. T'es d'accord. Pourquoi tu trouves que ça fait un peu. Sauf si tu veux faire une série comique, quoi. Je veux dire. Voilà. C'est Michael Dudikoff, c'est le ninja blanc, quoi, Ninjak. C'est le ninja blanc. Voilà. c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un crossover qui va nous présenter plusieurs personnages et qui arrive à être didactique. C'est-à-dire que si tu connais pas les personnages, tu arrives quand même à suivre, à comprendre, à suivre l'histoire. Et t'as une histoire complète qui tient la route, où on t'explique un peu tout. Et en plus, c'est un crossover qui remet un départ sur certains personnages. Par exemple, au final de l'histoire Bloodshot, il lui arrive quelque chose qui va être la base de tout un arc de Bloodshot qu'on va pouvoir lire derrière. Je trouve que c'est une bonne entrée dans l'univers Valiant, en fait. Bah, c'est comme tu dis, Voilà. c'est très didactique en fait. On a vraiment l'explication sur un peu tous les héros qu'on va pouvoir suivre ensuite. Tout en créant une certaine cohérence dans l'univers, en te montrant des personnages qui ont l'air plutôt intéressants. Le Après- frangin du guerrier immortel, là, celui, Ouais. celui qui a l'air d'un clodo. C'est comme si on partait des Avengers et qu'ensuite on partait de manière individuelle sur l'ensemble Voilà. des C'est personnages. Ah, c'est ce qu'ils avaient fait sur X-Men. Non, Non. Ah, c'est Non. ce qu'ils voulaient faire sur X-Men. ouais, ils l'ont peu foiré sur X-Men. Ben, ils ont commencé avec Volvi et puis comme ils ont vu que ça merdait, ils ont arrêté. Mais c'était ce qui était. Ah non, Et- non, ça c'est pas vrai. Non, Wolverine, ils ont pas arrêté. ils ont commencé avec Volvi, ils ont continué avec Volvi, ils ont recontinué avec Volvi. Non mais ils ont Ils continué ont fait encore que avec Volvi, Volvi, hein. puis ils ont refait Volvi, et à la fin ils ont fait Logan. Parce qu'ils se sont dit on va changer le nom, Donc, ça c'est sera une mieux. bonne fin. Et finalement, quand ils ont dit on va finir, c'est pas mal.
Mais C'est bien, non, la mais en tout La cas, fin est ouais, pas mal. en tant que nouveau super-héros, etc., ça m'a l'air plutôt bien foutu. L'univers a l'air pas mal. Apparemment, The Harbinger, justement, c'est la BD qui voit apparaître le personnage de Face, qui paraît-il est un personnage qui devient très intéressant derrière, qui a après sa série qui débarque. Pour la BD de super-héros, ça a ce petit côté rafraîchissant, quoi. C'est plutôt cool. Voilà. Moi, d'aller vers du nouveau, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ouais. Ça m'a donné envie d'acheter d'autres trucs de chez Valiant et donc Bliss Comics. La suite. De quoi vas-tu nous parler, Ti? Surprise, Gant Blanc. Oh là là! Alors, Gant Blanc est donc une bande dessinée. En fait, Oh! oui, c'est une bande dessinée. C'est en 2 tomes. Ah. Et le Ouais, mais deuxième... ça, on l'a déjà dit. Ça, on l'a déjà dit. Et le Oui, deuxième tome... Frédéric Chabot qui nous l'a dit lui-même. le Ah scénariste. oui, ah mince. Ah ouais, bah alors écoute, on va arrêter là. Allez, chronique suivante. Merci. Maintenant qu'il n'est pas là, on peut dire si c'est de la merde ou pas. Ah, voilà, c'est ça. Bon, bref. Donc, Gant Blanc, premier tome. Gant Noir, deuxième tome. Si vous écoutez l'interview de Fred, vous aurez un petit peu plus de détails par rapport à Non, ce parce que que je je crois vais qu'on n'avait pouvoir pas fait dire le ce soir. pitch. Mais bon. On n'avait pas fait le pitch, je crois. Ok, merci pour Gant Blanc, Mathieu. Donc le pitch, c'est pas très compliqué. On est en 1908 dans une étude de notaire à Londres et un certain jeune Victor Atkins apprend que son père biologique, qu'il ne connaissait pas, se nommait en réalité Jonathan Wood et qu'il lui a laissé donc un coffret contenant tout un tas comme une espèce de petit livret de carnet. Et ça laisse un peu de bois. Jonathan Wood, t'as raison. Merci Pierrick Boinco. Oui, Et donc ce témoignage qui est laissé par Jonathan Wood à son fils va raconter l'histoire de Jonathan Wood et comment est-ce qu'il a vécu sa vie d'adulte finalement, avec une malédiction sur lui. Une malédiction qui l'a obligé à porter ce fameux gant blanc. Ce livre, c'est donc une espèce de road movie, mais plus que road, y compris sur la mer, etc. En fait, chaque chapitre, c'est une étape et chaque du chapitre, voyage. c'est donc une étape du voyage, donc qui va nous amener un petit peu partout sur la planète, entre les traversées en mer Méditerranée, on part en Afrique, on part à la Nouvelle-Orléans, on part à Londres, enfin bref, on traverse un petit peu toute la planète. Pourquoi ? Eh bien, pour essayer de se défaire et de gérer cette malédiction. D'où vient cette malédiction Qui sont représentées par un tatouage qui qui s'agrandit. exactement, peut qui prendre part de la possession. main et qui prend possession, mais qui est aussi une espèce d'arme à double tranchant du coup, qui envahit à la fois le porteur, mais qui peut servir à protéger le porteur des attaques d'autres personnes qui voudraient s'emparer de plus ou moins de cette malédiction. Et pourquoi lui arrive à y survivre alors que d'autres personnes Exactement, n'y survivent pas réussi. Voilà, donc on est sur cette espèce de trame narrative qui nous transporte un petit peu partout, avec une quête à résoudre à travers le monde. Donc Fred Chabot, qui est au scénario, a décidé de fonctionner de cette façon-là. Il nous a donné un petit peu plus de détails sur ce qu'il comptait faire au départ et pourquoi ça a été un petit peu raccourci. Interview vraiment très intéressante. Une interview qui est très intéressante sur le pourquoi du comment de ce bouquin en 2 tomes. Le dessin de Julien Monnier, toujours très bon, des couleurs extrêmement chaudes, un gros travail sur les personnages, sur leurs traits de caractère, leurs impressions, leurs sentiments, les éléments du décor qui nous sont donnés servent à replacer dans les lieux géographiques mondiaux, mais pas spécifiquement à nous donner des indications et à faire du décor en permanence pour faire du joli. Non, ce qui est intéressant et important, c'est certains gros plans au niveau physique, sur les mains, sur les yeux, sur les regards, sur les visages, pour parler plus des sentiments, pour parler plus des caractères des personnes, plutôt que simplement faire une jolie planche, une jolie case avec des décors. Voilà. Moi, j'ai plutôt bien aimé. J'attends la suite pour le coup, pour terminer l'histoire. C'est vrai qu'il y a certains raccourcis qui sont pris, mais Fred nous a expliqué là aussi le pourquoi du comment. Et puis après, Donc c'est ça se vraiment la tient. structure par petits chapitres qui tient la route. Voilà, c'est la structure par petit chapitre. Après, il y a certains raccourcis à l'intérieur dans les petites aventures que le personnage va vivre. Après, c'est le côté pulp aussi, je dirais. Oui, voilà. Après,
on est habitué à certaines longueurs d'une case à l'autre, là où on passe d'une case à l'autre, il s'est passé des choses, quoi. Voilà, ça avance vite. Parfois, ça me dérange, peut-être par manque d'habitude, peut-être par goût. Je saurais pas dire, mais parfois, ça me dérange. Thio ? Ouais, mais enfin, du coup, je trouve que les ellipses narratives donnent en fait quand même une très très grosse pêche à toute l'histoire. Ouais. Ah oui, ça avance. C'est voilà. Ouais, ça trace. Quand tu disais, ça fait un peu penser à du pulp. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment c'est pim pam poum pam tic tac. Il se passe plein de trucs. Quoi, Alors je vais te dire à quoi je On viens de reste penser. pas Là, à d'un coup, 25 cases parce qu'il a mis un coup de poing et qu'il y a un coup de pied qui suit, quoi. Là, d'un coup, il m'a fait le ça résumé. déboule, hein. Et la structure, quand il m'a fait le résumé, là, au niveau de la structure, j'ai pensé aux masques. Les masques de Nyarlathotep. J'ai pas joué cette campagne mythique de Cthulhu, mais en gros, on a les personnages qui vont Le d'un gant de pays à Nyarlathotep. l'autre pour vivre une petite aventure, etc. Et ça fait vraiment penser un peu. Et puis le coup du tatouage, ça fait un peu penser à tous ces côtés un peu cthulhiens, mythe de Cthulhu et compagnie. Bref, ouais, enfin moi j'ai trouvé ça. Et donc toi, ouais, t'as accroché à Donf, toi, Thio. Moi, j'ai bien accroché parce que justement, comme je dis, il y a un très très gros rythme sur la chanson. Tu viens de voir un truc qui passe pas, c'est ça? Non, anecdote, ouais, voilà, Mathieu vient de boire moi je le trouve très bien, très sympa. Et toi, ça pas ce problème, toi. Ben là, je crois que la voix, elle est partie en même temps. Oh, Choupine, pourtant Elle il est est tout partie. léger, il est tout gentil. Bah écoute, ça m'a picoté la gorge. Je suis sensible. Voilà. Non, j'ai trouvé qu'il y avait. J'ai trouvé tout à l'heure, il y a 2 secondes. ta gueulante. Mais non, il n'y a plus de gueulante, quoi. J'ai trouvé que voilà, un très gros rythme. Des fois, ça dessert un peu parce que on aimerait avoir un petit temps de pause pour avoir toi le temps de Profiter de la destination. C'est ça, c'est Ouais, ça. pour Là, on ingurgiter est le truc, on a prendre- l'impression d'être tout le temps dans l'avion, dans l'aéroport, là. C'est voilà, On tu prends un peu trace. le pouls de la ville, quoi. Et ça, tu l'as pas. C'est le seul petit reproche que je ferais. Mais c'est un bon bouquin. J'ai passé vraiment un moment très agréable à le dire. Ouais, on attend impatiemment la suite, et moi, c'est ce qui me déciderait à en faire un coup de cœur ou pas. De mon côté. Il faut attendre d'avoir la suite. Voilà, je sais pas pour vous si c'est pareil, s'il y a déjà un semblant de petit titillement du corazon. Un peut-être. Non, non, pour l'instant, très honnêtement, je dirais pas du tout. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une fin qui te fasse faire waouh pour que ça marche, quoi. Il faudra voir ce que fait le Grand Noir. On verra ça. Alors là, Pépier, je crois que tu vas avoir du mal à nous faire le pitch. Ah, là, je vais être dans la merde, là. Là, j'ai prévu déjà. Là, c'est le pitch de la mort. Bien. Complainte des Landes perdues. Alors, Déjà, cycle tu es bien 1, perdu. Tome 1, 2, 3, 4, cycle 2, tome 1, 2, 3, 4. Souvenez-vous, Dans à la l'épisode base- précédent. Alors, souvenez-vous quand l'atelier n'était pas encore en couleur. Et, pardon. à la base, Complainte des Landes perdues était un diptyque scénarisé par Dufaux et dessiné par Rosinski. Et la bande dessinée s'appelait Chevron, d'ailleurs, tiens, Sioban. Hommage, casse dédié. Tu vois que c'est mon stat plus, ce mot-là, tu vois. Et était très sympathique sur Rosinski au top de sa forme, sur une histoire médiévale, fantastique, assez noire, un peu dark fantasy, avec de la sorcellerie, des malédictions, tout ce qu'on veut. Ça a bien marché, ils ont fait 2 tomes derrière pour suivre, avec les mêmes personnages. Puis, premier cycle fini, Dufaux se dit on va faire un 2e cycle qu'on va appeler les Chevaliers du Pardon pour s'intéresser à toute une caste de personnages et une histoire donc qui se passe avant les Complaintes de Landes perdues. Nous sommes donc là au 4e tome qui va clore, j'allais dire clôturer, j'allais faire une erreur, tu vois, qui va clore le récit et qui a une particularité, c'est qu'il a 2 dessinateurs. Donc, il faut savoir que Delaby est décédé en cours de route. Il n'a pas eu le temps de finir. C'est Jérémy qui a fini les dessins. Nous avons un petit avant-propos un peu tire-larme qui est un peu chaud, mais très très bien écrit. Voilà, c'est... j'ai trouvé ça mieux que la BD presque, j'ai envie de dire. Ouais. Et on a cette fin d'histoire où, en gros... là, j'avoue, je l'ai lu des années après avoir lu les 3 premiers tomes. Et on va suivre des
Chevalier du Pardon qui se latte sur la gueule pour essayer d'avoir le grand méchant diabolique qui est la fée je sais pas quoi, la fée Sanctus, qui se réincarne à chaque fois qu'on la bute dans le corps de quelqu'un d'autre. Et donc ils doivent essayer de la protéger, mais pour ça ils doivent aller dans l'endroit paumé du fin fond des Landes où il y a les grands méchants, et ça fight, et l'apprenti voit que son maître risque de trahir machin chose quand il veut devenir chevalier du pardon parce qu'il n'a pas le droit d'aimer, mais enfin bon. J'ai trouvé que c'était très très riche et j'aurais bien aimé résumer au début, mais je crois que la place était prise par les mots de Dufaux envers l'hommage de Dufaux envers son dessinateur. Alors, je te l'avoue, j'ai eu beaucoup de facilité, moi, plus à le lire, parce que je t'avais piqué en fait tous les complaintes des Landes perdues avant. Et je ne les ai pas lus encore. Si, je les avais lus, mais j'ai tout relu depuis le début. Ce qui fait que en lisant tout à la chaîne, franchement, j'étais bien. Bah alors maintenant, je donne une très mauvaise impression sur cette BD. Peut-être que tu réussiras à rattraper ce que je viens de faire. Ah. T'étais bien, t'as dit. T'as dit que t'étais bien. Merde. Moi, j'étais bien parce que j'étais dans l'histoire, j'avais bien compris le truc. Alors, t'as voulu faire ton mariole, hein? Non, il y a aucun souci là-dessus. Donc vas-y, t'as fini? Oui. Alors, je vais essayer de pas faire de spoil parce que c'est un tome 4, hein, donc courage. Tu veux parler des 3 précédents. Bah, oui, puis il se rappelle précisément ce qui est dans quel tome. Alors, c'est surtout... non, je ne rappelle pas, mais je rappelle surtout ce qui se passe dans celui-là. Dans les autres bouquins, en fait, on a croisé un big boss méchant qui est le Guinea Lord, qui est l'incarnation du mal. Grosso modo, c'est le diable à qui on a foutu une armure et une clé mort de 2 mètres. Et qui défouraille à tout va, qui est un flux magicien niveau 68. Défouraille à tout va. Ouais, non, Et son but, c'est de récupérer la fée Sanctus pour sa maîtresse, pour récupérer ses pouvoirs et qu'elle reste immortelle. Ouais, voilà. Enfin, grosso modo, c'est vraiment le big boss du big boss. Et dans ce bouquin-là, en fait, on a le cycle qui se termine. C'est Darth Vader et la grande méchante, c'est l'empereur, en gros. Voilà, c'est ça. Et dans ce tome-là, on a vraiment on clôture toute l'histoire et on a vraiment des révélations. On clôt. Moi, je clôture. C'était juste pour te faire chier, parce que tout à l'heure, tu as fait... Avec les grillages? Avec les grillages. Et les petits piquets aussi. Et on a vraiment une fin, moi, j'ai trouvé géniale. Génial. Voilà, je vais pas en dire plus, mais je trouve que ça terminait vraiment bien le cycle. Et pour ce qui est du dessin, bah, ça n'a rien à dire, quoi. C'est très très bien. Voilà, c'est trop beau, quoi. Et même le changement de dessinateur en cours de route, il a fait un super taf, quoi. Jérémy là-dessus. C'est pas évident. C'est pas évident, mais je trouve qu'il a vraiment fait un truc vraiment très très beau, quoi. Mais voilà, moi je trouve que ça termine vraiment bien le cycle et c'est vraiment pas un tome qui est acheté. Mais c'est vrai que les histoires des complètes de Landes perdues sont quand même très denses. Oui. Et voilà, je pense qu'il vaut... Là, depuis ce cycle-là, parce que le premier cycle était vachement plus light, hein, au niveau de l'intrigue, il était plus facile à suivre. Hein. Ouais, si, je l'ai lu le premier cycle, je m'étais fait chier, moi. Ouais, non, mais de toute façon, toi, t'as pas un bon avis pour ça. Je m'étais fait chier, moi. Alors moi, plus que le dessin, je trouve, hein, parce que c'est un dessin réaliste, plutôt pas mal, bien foutu, une mise en page assez moderne, mais plus que le dessin, c'est la couleur. Le travail de la couleur, alors c'est Sébastien Gérard et Bérangère Marquebruck. Je préfère donner leur nom parce que là, le travail de couleur, des ambiances, il fait, je trouve, beaucoup plus que le dessin. Ce dessin-là avec une colorisation un peu classique, ça serait plat, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait pas fantastique, quoi. Enfin, ça serait bien fait, quoi, du beau boulot. Mais là, il y a un travail de couleur qui amène vraiment un plus à l'ambiance. Voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment et je suis vraiment pas déçu. Très bien. Merci d'avoir attrapé ça. Surtout que c'est une série que je suis moi à la base. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que puis j'ai continué. Je sais pas pourquoi en fait, parce que je vous parlerai dans le prochain épisode du prochain cycle. Voilà. J'ai rattrapé mon retard. La suite. Bon, allez, les pitchs compliqués. Alors, Altaïr, tome 16. Alors, petit rappel sur les 15 tomes précédents. Ouais, le pitch de base. Attention, alors là, Tizak va se lâcher. Le Baltrin. Baltrain. Ouh, il te laisse un vent, là. Non, mais ça, c'est parce qu'il veut pas le dire. Donc, le Baltrin.
Le Baltrin donc a attaqué donc l'Empire turc. Il a attaqué aussi toutes les cités indépendantes qui étaient aux alentours. Et on suit l'histoire de Mahmoud Pacha qui va essayer de fédérer, on va dire, plusieurs États entre. Tais-toi. Lis-le, c'est trop bien. Qui va essayer donc de fédérer plusieurs États, des petits États, contre l'Empire du Baltrin. Roger Fédéré. Il était en vacances là, c'est pour ça. Tu sais qu'il a pas fait Roland Garros, il a mal au dos. Sans commentaire. Voilà. Et Djoko a perdu, alors voilà. Ouais, en même temps, il joue comme une merde. Ah si. Mais bon, on va pas On revient au sujet là. On revient au sujet. Et donc du coup, Mahmoud Pacha donc a fédéré plusieurs petites cités. Et on en est au moment où, eh bien, ça y est, l'Empire turc et la coalition, on va dire, Contre-attaque. ont réussi à stopper l'avancée du Baltrin. Pour rappel, parce qu'on est quand même au tome 16, à la base, on est dans un univers médiéval, pas fantastique. Non, mais dans le genre, il n'y a pas de magie, quoi. J'adore. C'est un univers médiéval, mais alors vraiment pas fantastique du tout. D'inspiration très méditerranéenne, Ouais. avec la Turquie, comme ils disent, très inspiré de la Turquie, Ah bon mais ce n'est pas la Turquie. Ils prennent beaucoup de choses en rapport avec ça. Ce serait presque plutôt l'Empire, c'est l'Empire ottoman. Voilà, c'est l'Empire ottoman. Tu as le Baltrin qui serait plutôt l'Empire romain germanique. Ouais. Dans ce sens-là, avec des désirs de conquête, un côté un peu bourrin, entre guillemets. Et Mahmoud Pacha était le plus jeune Général. Comment ils appelaient à la base il avait un statut. Il avait un statut qui l'en faisait le plus fort. Zaganos Pacha. Voilà. Pacha. Il était le plus jeune Pacha. Voilà. Ouais, enfin je sais plus, qui lui donnait son statut, mais qu'il perd dès le début. Et Pacha. Et petit à petit, on le voit qu'il retrouve au fur et à mesure des 14 tomes, 15 tomes précédents. ouais, 15 tomes précédents, qui retrouve un peu sa stature en se retrouvant au milieu de complots, de manipulations, parce que en fait, tu as plein de petits pays qui ont chacun leurs intérêts, etc. Dans le tome précédent, on avait suivi une belle bataille navale. On avait aussi suivi la bataille de Silo, où pour la première fois, les armées du Baltrin ont été vaincues par la coalition. Sévère défaite, parce que toute l'armée du Baltrin s'est fait dézinguer. Et on a des stratégies de malade. Et voilà, là, ça c'est assez fun, mais surtout c'est le complot politique. Et là, dans ce tome 16, on a la contre-attaque de cette coalition, qui Je désormais... te disais. L'Empire. Donc du coup, cette contre-attaque qui va en fait maintenant amener la guerre, non plus dans les territoires de la Turquie, dans les territoires des cités indépendantes, mais dans l'Empire du Baltrin. Et je trouve que là, on avait déjà dit que c'était une sorte de Game of Thrones, on va dire, du manga, mais ça y est en fait, parce que maintenant, même chez les méchants, on essaye de trouver des gentils. Là, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a 2 points qui sont très importants et qui fait qu'on a mis ce tome-là... qu'on a mis ce tome-là pas en express, comme on l'a fait quand même sur les 14 tomes précédents. C'est que, Mahmoud, en gros, la Turquie se retrouve à avoir un territoire en plus et qui n'est pas rattaché à leur territoire principal. Donc c'est Cielo. Et c'est Mahmoud Pacha qui se retrouve à en être le dirigeant. Donc tu as l'étranger qui se retrouve à devoir gérer un territoire qui n'est pas le sien, avec des coutumes qui ne sont pas les siennes, avec un second qui est du cru et qui voit pas très très bien que cet étranger vient lui expliquer comment il va reconstruire sa ville, alors qu'ils ont une tradition millénaire d'architecture et que eux, les Turcs, c'est plutôt des nomades, donc l'architecture, c'est pas censé être leur truc. Et en parallèle, on se rend compte que le maître des poisons, Zaganos Pacha, qui est un des politiciens les plus avancés dedans, qui est un gros manipulateur, est en train de dire, bon, le truc c'est que c'est bien que là on a réussi à lutter contre le Baltrin et à s'unir, mais maintenant, si on n'achève pas le Baltrin, ils vont nous retomber sur la gueule un jour, donc maintenant c'est nous qui attaquons. En gros... Voilà. Et en fait, ce que fait Zaganos Pacha, parce que là du coup c'est déjà en train de révéler le truc, mais c'est qu'il va conquérir les différentes cités du Baltrin, qui est en fait un empire qui est une réunification, lui aussi, de plusieurs cités indépendantes. Et en fait, Zaganos Pacha, plutôt que de combattre chaque cité, il va leur dire, si vous vous ralliez à nous, vous redevenez indépendante. On vous rend votre liberté. Après, vous choisissez. Soit vous êtes pour le Baltrin, dans ce cas-là, on vous combat. Si vous n'êtes pas pour le Baltrin, on fait que passer, on laisse vos villes tranquilles. Et ce qui fait en fait que le Baltrin en fait, se retrouve avec son territoire qui est en train de devenir de plus en plus petit. Mais surtout, c'est que l'armée qui est en train de l'envahir n'a toujours pas livré un seul combat. Voilà. Et que l'Empire du Baltrin, qui en fait était très petit et régnait sur un très grand territoire,
a dû laisser une partie de son armée, des garnisons un petit peu dans toutes les villes qui étaient d'anciennes cités indépendantes. Et là, dans ce tome-là, on sait que l'armée du Sud, toutes les garnisons du Sud, en fait, ont été vidées et que l'armée est en train d'essayer de remonter à la capitale, justement pour attaquer l'armée de Zaganos Pacha. Et on a aussi toute une belle scène où Mahmoud Pacha part avec la cavalerie turque pour le sauver. Pour essayer de prévenir Zaganos Pacha et le sauver donc de cette armée qui remonte dans le flanc. Voilà. Et franchement, c'est... J'avais dit qu'il remonte ailleurs, t'aurais dit quoi? Ouais, qu'il remonte. De toute façon, là, il est en mode... Ouais, il est en mode je joue et j'ai 15 ans. Il lui remonte dans le flanc. Excusez-moi, mais... bref, c'est très didactique. C'est très didactique. L'oreille. C'est très didactique, ouais. Et pourtant, c'est très complexe en termes de politique, de stratégie de combat, etc. Je trouve que c'est super bien fait, en fait, parce qu'on comprend tout. C'est ça. Mais c'est très complexe, mais quand tu le lis, t'es pas perdu. Alors bon, quand tu lis un tome plusieurs mois après le précédent, c'est un peu dur. Faut pas faire trop de pauses, hein, sinon pour reprendre, c'est un peu chaud. Par contre, quand t'en lis un, t'enchaînes très très vite les suivants, sans problème. Moi, j'ai fait un gros rattrapage là de 4 ou 5 tomes récemment, avant d'arriver sur le 16. Et franchement, c'est une très bonne série. Et surtout, le dessin est superbe, quoi. Ouais. Voilà. Alors, vous savez quoi, les gars? Non, mais vraiment, faut que je vous le dise. on a des goûts de merde. Non, c'est le 16e tome. Ça fait 16 tomes que j'entends parler de ce truc. Ça fait 16 tomes que je trouve l'intrigue très intéressante. Mais le dessin te plaît. Non, mais alors... Non, c'est même pas le dessin, c'est le format. Moi, je reste Oui, coincé. c'est le format, c'est le manga, quoi. Je reste coincé. T'es un raciste asiatique, quoi. C'est pas moi, Ninja, hein. Alors, non, mais vraiment, je pense que un de ces quatre, j'y mettrai. Parce que vraiment, vous en parlez avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'émotion, beaucoup d'envie. Et même moi qui suis un petit peu réticent par rapport au... Oui, mais je sais. Mais imagine la même chose. Non, en fait, il là-dedans, le faudrait. Voilà, c'est tout. C'est en maxi manga, c'est ce qu'ils avaient fait pour Master Keaton, c'est les grands. Oui, les grands formats où ils te mettent deux ou trois tomes. Mais oui, non, parce que du coup, tu aurais des pages plus grandes. Oui. Et c'est ça qui serait bien. Parce que là, voilà. Clairement, le dessin est super détaillé. Alors après, les visages de personnages, voilà. C'est du manga. Les visages sont pas non plus. Voilà, c'est dommage. Mais par contre, il y a un détail dans le dessin et l'intrigue est intéressante. Dans les habits. Voilà, c'est juste. Faudra que je m'y colle. Ouais, parce que vraiment, vous y mettez beaucoup de cœur. Et il arrive à rendre les personnages intéressants et il te fait des dessins de bataille avec je sais pas combien de soldats. D'ailleurs, il fait quelque chose de très rare, il me semble. Il cite ses assistants, je crois à la fin, je sais plus si c'est lui qui le fait ou si c'est sur un autre. Non, lui, il cite peut-être pas. Ah non, lui, il cite pas ses assistants, mais je pense qu'il en a un paquet. Enfin, je sais pas s'il fait tous les dessins tout seul, mais ça me semble, dans le niveau de détail, un truc de dingue. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une série avec laquelle on prend beaucoup de plaisir, donc voilà, on va continuer. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut mettre un coup de cœur à une série qui en est à son 16e numéro, ou est-ce qu'on attend qu'il y ait une fin hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais? Est-ce que ça va pas devenir un peu nul avec le temps? Tu vois, c'est... je sais pas du tout où on est. C'est le problème de ce genre de format. C'est que c'est bien gentil de t'amener. C'est comme si tu remontes un poisson indéfiniment et que t'as des kilomètres et des kilomètres de ligne. À un moment donné, c'est bien de le remonter, le poisson, quoi. Tu vois, même si tu prends plaisir à le remonter, il faut qu'à un moment donné, il sorte de la flotte, quoi. Est-ce que tu mettrais un coup de cœur, quoi? Oh la vache, putain, la métaphore. La métaphore du pêcheur. Non, ça s'appelle une métaphore filée. J'ai pas voulu la faire, mais voilà. La métaphore du pêcheur, c'est beau, quoi. C'est un peu le vieil homme et ta mère, ouais. Voilà, non, mais je pose la question. question. Même encore. Les gars, on est bien raccro. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé mettre un coup de cœur à cette série, mais je vois pas à quel moment est-ce qu'on peut le faire. T'inquiète, je te le dirai. Enchaîne. Ça fait 2 heures que vous êtes dessus. Allez, on passe. C'est parce que tu n'as pas lu que tu bisques. Hein. Quand c'est les trucs que tu as lus, tu peux y passer 3 heures. Alors. Ouais, c'est vrai. Express. Voilà, la prochaine pour Altaïr, ça sera en express. Alors, très cher, Low, le tome 3. C'est moi? Oui, c'est toi. Ah ouais, c'est moi, le tome 3. Alors, le tome 3, c'était un truc un peu compliqué. Donc l'Express, hein, donc résumé des tomes précédents, bien, pas bien. Donc on suit toujours la famille Kane qui, après avoir été en grande partie décimée, puisque le père s'est fait torpiller la gueule par les pirates dès le début du premier tome, le frangin s'est sacrifié dans le 2e tome pour sauver l'une de ses 2 sœurs, et il nous reste donc les 2 sœurs, mais qui sont psychologiquement très atteintes, surtout l'une des 2. Il nous reste la mère,
qui est voilà, on va dire Guillerette est un peu illuminée, donc elle aussi psychologiquement assez atteinte, et qui sont donc scindés en deux groupes. Donc on a d'un côté la mère qui est accompagnée par une espèce de gros molosse qui a juré fidélité, etc., qui va tout faire pour l'aider à retrouver la fameuse balise qui a atterri à la surface et qui dit qu'apparemment il y a de la viabilité de vie ailleurs que sous les océans planqués des radiations solaires. Les deux filles, elles, de leur côté, vont faire tout leur possible pour récupérer le matériel nécessaire pour suivre, elles aussi, finalement, leur mère et essayer de la retrouver. Mais sauf que voilà, la mère part un peu la fleur au fusil de son côté et les deux filles font une espèce d'organisation un petit peu plus préparée. Sauf que cette préparation leur demande de retourner dans ce qui reste des cités, de retraverser donc d'une certaine façon leur passé et d'affronter leurs exactions. De rencontrer aussi des personnages, et notamment l'ex-femme de Feu, leur frère, qui s'avérera être un personnage pas si simple que ça à cerner. Et donc voilà, bref, ce troisième tome de l'eau continue dans les intrigues avec... pas mal de mise en place de résolution d'intrigues. On est au bord de la résolution de certaines intrigues avec certains personnages, mais on n'est pas tout à fait au bout, ce qui fait que ça met quand même l'eau à la bouche pour la suite. On a envie d'aller chercher la suite. On n'en est pas loin. Ok. Donc, à suivre, t'attends la suite. Putain, c'est la soirée jeu de mots, quoi. Ouais. Vous avez avalé des clowns, les gars. Voilà. Donc, t'attends la suite. Ouais, j'attends la suite. Théo, t'attends la suite. Ouais, toujours. Ajin. C'est l'eau à la bûche qui t'a... Ouais. Ajin, le tome 8 par Gamon Tu Sakurai. n'es pas obligé de te le mettre sur la tête, Oui, Pierrick. pour que vous le voyez bien, regardez. C'est comme si on faisait une émission, tu vois. C'est une en émission vidéo. Ouais, c'est ça, t'as raison. Voilà. Pour rappel, nous sommes dans un Japon contemporain et certaines personnes, quand elles meurent, en fait, ne meurent pas et se révèlent être des Ajin, des gens qui sont immortels. C'est-à-dire que si on les tue, ils reviennent à la vie. Si on ne les tue pas, mais qu'on les fait juste souffrir sauvagement, ils continuent à souffrir sauvagement. C'est ça Et qui est- ils se régénèrent. Si on leur coupe un bras, ils se régénèrent. Si on Voilà. leur coupe la main, elle se régénère. Oui, Et quand si ils on- meurent. Quand ils meurent. Quand ils meurent, voilà. Ils se régénèrent Voilà. complètement quand ils meurent. Et si on peut... Non, mais attends, c'est vachement C'est drôle. pas ça. C'est vachement drôle. On coupe la main. Attends, mais là, c'est un des twists de l'épisode, faut pas le raconter. Ah, mais putain, il est trop Ouais, bon, il est trop celui-là. bien. Il y a un très bon twist dessus. En gros, il faut savoir que le gouvernement, voyant les Ajin, tu lui diras après. Tu pourras t'amuser avec imaginer plein de parties du corps. Voyant que le gouvernement a fait des expériences dessus, ils ont essayé d'en récupérer certains, et un des Ajin, attends, parlez pas là. Un des Ajin, donc, qui était essaye de monter un truc pour reprendre le contrôle du gouvernement, devient terroriste, quoi. Et il essaye de tuer les gens d'une entreprise qui s'appelle Forge Sécurité, le PDG. Voilà. Et en parallèle, on a nos deux héros qui sont Kei et Koi, qui essayent de trouver un moyen de sauver la situation. Sauf que Kei est quelqu'un qui ne voulait vraiment pas rentrer dans ces histoires-là, qui voulait qu'on lui foute la paix, mais qui est un peu rentré de force, et qui est très calculateur et très froid. Que si on doit tuer des gens pour sauver les trucs, il n'y a pas de souci. Tandis que l'autre, à côté, c'est un peu plus le paysan, un peu sympa, etc. Il dit, non mais tu peux pas tuer des gens n'importe comment, quoi, c'est pas possible. Et donc, ils sont coincés dans un building où ils essayent de protéger les PDG qui sont coincés dans le building pendant l'assaut des méchants, entre guillemets, Ajin. Et on va suivre un peu tout cet assaut dans ce tome-là. Il y a plein d'idées géniales sur l'utilisation des pouvoirs des Ajin. Des twists vraiment cool, dont le coup de se couper la main. Et franchement, le dessin est toujours aussi sympathique et enfin, c'est très bien. Maintenant, dans ce tome-là, l'intrigue n'avance pas vraiment beaucoup. On est vraiment sur un piège de cristal, quoi. Une grosse scène d'action où à la fin, on espère savoir comment ça va se passer. On apprend un peu plus sur le fonctionnement. Parce que les Ajin ont tous, en relation avec eux, une créature fantomatique que seuls les Ajin peuvent voir et qui peut interagir avec l'environnement et qui peuvent utiliser pour s'ils arrivent à les contrôler, pour se défendre, pour faire des choses, etc. On en apprend un peu plus, mais ça reste un des grands mystères Pour l'instant, oui. Après, voilà, moi je trouve que dans ce tome-là, comme tu dis, c'est vraiment un piège de cristal. Moi, je t'avoue que il va falloir que la série fasse quelque chose. Parce que là, il se passe... ça fait 2 tomes qu'il se passe pas grand-chose. À part le twist, les idées d'utilisation de pouvoir qui sont Après sympas, l'utilisation des pouvoirs, il se passe pas grand-chose justement dans
d'où viennent les Elgin, qu'est-ce qu'on peut en faire, même entre guillemets, où va la série, quoi. Parce que là, on est juste dans la lutte entre la société qui veut tuer les Elgin et les Elgin qui essayent de se rebeller et qui veulent gouverner le monde, quoi. Bof. Je suis assez d'accord. Donc voilà, c'était une série que je vais continuer à suivre parce que même si c'est pas fantastique, ça reste très efficace. Enfin, c'est pas fantastique dans le sens au niveau... Non, ce dernier tome n'était pas exceptionnel, mais le pitch général est quand même vraiment excellent et on a passé un très bon moment. Et la série est très efficace, et le dessin déchire. Et là, pour le coup, c'est le 8e tome, c'est ça? Ouais. Dans cette série-là, c'est là qu'ils te donnent la liste de tous ces assistants à la fin et de qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Il y a 2 assistants et de qu'est-ce qu'ils ont fait dans chaque case, tu vois. Le mec, je pense que c'est un maniaque. Il y en a un qui bosse plus que l'autre, je crois. Ouais. Il doit être, l'autre, il doit être à mi-temps. C'est comme dans Homicide, hein, ça dépend sur quel cas il tombe. Voilà. Là, pardon, quelle case? Oui. What's case? Bref, on a fini l'émission. Oh non! C'était bien sympathique tout ça. Ah ouais! La 154. On va pouvoir aller enregistrer la suivante. 154 émissions, les enfants. Ouais. Eh bien, Imagine, faudrait que tu comptes, Pierre, le nombre d'heures que représentent toutes les émissions. Ouais. T'imagines si on avait vraiment bossé et gagné de la thune pendant ces 154 émissions fois 3 heures à chaque fois? 3 heures, t'exagères. Bon, allez, 2, si tu veux, 2. Allez, 2. Ouais. 300 heures de boulot, quoi. T'imagines qu'avec tout ça, je crois qu'on ne meuble même pas encore le temps que j'ai passé sur Warcraft. T'as passé du temps sur Warcraft? Je comprends pas. Voilà, bref, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez que on arrête de se poser des questions sur combien on est payé par émission, vous pouvez nous soutenir de multiples façons. T'es un vrai crevard, hein. Ouais, Donnez-nous des sous, bordel. Voilà, sur Tipeee, même 1 euro par émission. Vous pouvez mettre un S'il vous maximum plaît, c'est pour pas les plus d'1 euro enfants. par mois, si ça vous fait plaisir. Nous, ça nous permet d'améliorer notre matériel, de le remplacer. Parce que 1 euro plus 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 1 euro, ça fait plein d'euros. Ça fait plein d'euros. Voilà, ça fait plein d'euros et c'est cool. Mais vous pouvez aussi acheter des t-shirts sur notre boutique. Il y a le lien. Et surtout qu'il y a eu des nouveaux designs pour ceux qui les ont vus au Festival des Calanques. Ouais, il y a des nouveaux designs qui sont pas mal du tout. Ouais, ils sont beaux et puis on les fait pas trop cher. On gagne pas grand chose sur le t-shirt. C'est pas grave, ça on s'en fout. Mais parce que vous nous faites de la pub. vous nous faites de la pub, franchement, allez-y. Voilà. Et la qualité des t-shirts est excellente. Ça, et en plus, vous pouvez cliquer sur les petites vignettes d'images, car ça nous fait des liens affiliés à Amazon qui nous permettent de récupérer des sous au bout d'un certain temps. Pour vous, du coup, c'est totalement transparent, mais pour nous, ça fait des petits sous. Ça nous permet d'acheter des BD. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle iTunes où on peut laisser des étoiles. Et moi, là, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on fasse un truc pour que les gens nous laissent des étoiles. Alors, je vais essayer un truc. Voilà, je vous l'improvise. Hein. Je vais demander aux gens de nous donner sur iTunes en commentaire, en mettant 5 étoiles par exemple, leur au hasard BD humoristique préférée. Voilà. Vous nous faites ça, vous nous mettez votre BD humoristique préférée, et puis on en fera quelque chose, je sais pas quoi encore, mais on va avoir un beau listing, j'espère, ou bien on va voir que dalle. Putain, la BD humoristique, non mais sérieusement quoi. Ouais, moi je demande humoristique. C'est un bon départ. On va avoir Gaston Lagaffe. Ouais, mais on verra. Non, si c'est Gaston, ça va, moi j'ai peur des adaptations Jean-Marie Bigard en BD, Kaamelott en BD. Ouais. Voilà. J'aurais pu leur demander de nous donner leur adaptation de bande dessinée européenne préférée. Bigard, mais le paquet. Bon, mais j'ai pas fait ça. Je suis pas un fou non plus. Moi, il y avait un truc de Jane Austen qui était bien. Bref. Avec 2 bandes blanches. Prenez du scotch, ça marche aussi. Merci à vous. Préjugés, c'est super drôle en plus, tu verras. On se retrouve donc très bientôt pour notre entretien avec les auteurs et producteurs de Scrooge Mysteries. On se retrouve aussi dans pas loin de 15 jours pour une prochaine émission. La 155. Moi, je reviens pas dans 15 jours, je l'enregistre ce soir. Bon, d'accord, on va faire ça, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Bon, vraiment. Parce que franchement, j'ai le timing un peu serré. Ok. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci, ciao, ciao. Bye bye.